tous. À votre avis, quel est le point commun entre un lycéen, un artiste berlinois, un soldat en permission et des touristes japonais? Allez, je vous aide un peu. Tous ont laissé une empreinte de leur présence, une trace de l'instant, comme un morceau de leur histoire personnelle à travers le graffiti. Depuis des siècles, les murs sont des supports artistiques où chacun peut venir apposer sa signature, et on a donné à cette forme d'art bien des noms. Certains l'appellent graffiti, privilégiant la technique. D'autres l'appellent art contextuel, préférant la démarche. Les derniers l'appellent art urbain ou street art, considérant que l'espace de création est ce qu'il y a de plus unique. Si le nom lui-même est sujet à débat, c'est que c'est une forme d'expression qui existe depuis des siècles et qui a donc pas mal évolué. Mais on n'y a pas toujours porté attention, et on n'a pas toujours considéré comme de l'art, voire on la considérait comme un acte de détérioration. Bref, aujourd'hui je vous propose qu'on revienne sur cette forme d'art devenue mainstream et qu'on s'interroge un petit peu sur son avenir. Générique. Commencement. Comment naît le graffiti? Et j'emploie le mot graffiti ici parce que ces premières manifestations n'étaient pas forcément considérées comme artistiques, donc le terme street art me semble inapproprié, d'autant plus qu'il n'y avait pas vraiment de ville ni de rue à l'époque dont je vais parler. En effet, il faut remonter très loin dans le temps pour découvrir les premières manifestations du graffiti jusqu'au paléolithique supérieur pour être exact. Il existe alors au sein du groupe une spécialisation artistico-religieuse. Des individus mi-prêtres, mi-artistes avaient à leur charge des représentations murales qui revêtaient certainement un pouvoir spirituel très important. Mais leur production semble très non-individualiste, donc ne correspondent sans doute pas à une expression graffitique qui est, par essence, individualiste. Elle servait sans doute un dessin, elle devait avoir une fonction mystique, même si on n'en est pas certain, ce qui semble éloigné de l'idée qu'on se fait aujourd'hui du graffiti. Mais à côté de ces images aux fonctions représentatives évidentes, on trouve aussi ce que l'abbé Breuil, pionnier de l'archéologie, appelait des macaronis, des entrelacs de formes incompréhensibles. Eh bien, certains archéologues ont émis l'hypothèse qu'on aurait ici affaire à une forme de transgression à travers du graffiti ne servant aucune fonction religieuse, en direct sur la paroi des grottes. Ce serait donc, en quelque sorte, des traces de vandalisme préhistorique, mais du vandalisme très artistique. Puis apparaît l'écriture, vers 3000 avant notre ère. Et bien entendu, elle va avoir des conséquences importantes sur l'expression graffitique, vous vous en doutez bien. Le support de l'expression humaine n'est plus la seule roche, il s'étend désormais aux tablettes d'argile et aux papyrus. Et surtout, l'écriture devient l'œuvre de professionnels sous l'étroit contrôle du pouvoir. Mais à côté du versant officiel, il existe toujours un versant moins officiel, puisque l'écriture ouvre de nouveaux horizons au graffiti. En Égypte, par exemple, on les compte par milliers, et ils prennent différentes formes, certains tendant vers le dessin, quand d'autres sont constitués d'écrits seulement. Étonnamment, les graffitis étaient acceptés en Égypte, y compris ceux gravés ou peints sur des monuments officiels et des tombeaux. Ils étaient un moyen pour le graffeur de marquer son passage et d'exprimer son admiration envers le bâtiment graffé ou bien la personne qui y était honorée. Du coup, même s'il n'entre pas dans le champ officiel de l'écriture, les graffitis ne sont pas toujours perçus, à travers l'histoire, comme une forme de vandalisme. En témoigne par exemple le nombre important de graffitis durant l'époque gréco-romaine. Les murs de Pompéi, vestiges les plus éloquents de ce phénomène, en sont littéralement recouverts. Pareil, durant le Moyen-Âge, la Renaissance et les temps modernes, les graffitis sont super nombreux et leur production ne faiblit pas, voire elle a tendance à augmenter grâce à la lente démocratisation de l'écriture. Durant ces périodes passées, le graffiti sert à l'expression humaine, spontanée et individuelle. Elle existe à côté de l'expression artistico-sacrée, codifiée et communautaire, régie par un pouvoir en place. Donc, même sans être interdit ou qualifié d'acte de vandalisme, le graffiti représente déjà une forme artistique contestataire. Il n'exprime pas forcément des idées révolutionnaires, mais le simple fait qu'il existe en dehors des modes d'expression ordonnés et codifiés par différentes formes de pouvoir en fait un acte marginal. Or, depuis le début des années 2000, cette forme manifeste traditionnelle du graffiti a tendance à disparaître, ou du moins à évoluer. Durant le milieu des années 80, arrive des États-Unis, en Europe, un type de lettrage à la bombe aérosol appelé writing. Dès sa genèse, le writing fait l'objet d'une réception contradictoire, puisqu'il est à la fois valorisé par les photographes et violemment critiqué par ses détracteurs qui le voient comme un grand barbouillage détériorant l'espace urbain. Dans une ville comme Paris, les graffitis sont déjà présents. Il y a les messages d'amour, d'injures et bien sûr les messages à caractère politique comme ceux laissés en 1968. Mais à côté de ça fleurissent les signatures. On parle alors de tags et les fresques qu'on appelle graphes. Certains artistes voient la rue comme un lieu d'exposition de leurs œuvres à la manière des muralistes parisiens Blake-Lerat ou Ménager. Le problème bien sûr c'est que les murs n'appartiennent pas aux artistes de la même manière qu'une toile appartient à un peintre. En
France, les graffitis sont pénalement répréhensibles en tant que dommage au bien, ce qui sera à l'origine d'une répression poussée envers le writing dans les années 1990. De nombreux acteurs politiques voient le graffiti comme une allégorie du sentiment d'insécurité qu'ils estiment grandissant, surtout au milieu urbain. Le résultat ne se fait pas attendre et à partir des années 2000, l'effacement des graffitis devient total et systématique, changeant durablement le visage de l'art urbain. Par exemple, de nombreuses personnes, moi la première, ont tendance à considérer le street art comme éphémère. Mais cette éphémérité, elle n'est pas inhérente au street art, elle est en fait héritée de ce contexte politique bien particulier. Pour les artistes, l'art urbain, de la même manière que le graffiti historique, est bien créé pour durer. Comme le résume parfaitement Combo, l'éphémère, on ne l'a pas choisi, on le subit plus qu'autre chose. En attendant, l'effacement et les poursuites pénales ont bel et bien dissuadé de nombreux artistes de poursuivre leurs activités de graffeurs. D'autres, au contraire, ont décidé d'en revoir les modalités, développant des techniques moins répréhensibles que la bombe aérosol, comme par exemple le collage, ou bien en choisissant des lieux moins fréquentés, comme les friches. Ces artistes voient leur activité comme une forme d'art à part entière ou comme une profession, ce qui n'était pas nécessairement le cas des adeptes du writing. Un certain nombre d'institutions éducatives et culturelles, et même quelques galeries, vont les accompagner dans ce mouvement en s'engageant dans la reconnaissance culturelle du street art. Du coup, comme vous le voyez, le street art est une évolution des formes qui l'ont précédé, que ce soit le writing, le muralisme ou le graffiti. Il sert à désigner les interventions visuelles en milieu urbain tout en se démarquant des usages stigmatisants de ses prédécesseurs. L'art urbain, c'est aussi une catégorie institutionnelle et marchande qui n'est pas esthétiquement clairement définie. C'est pourquoi pas mal d'artistes ne se reconnaissent pas dans l'appellation street art. L'Atlas, par exemple, explique se sentir plus comme un artiste in situ à la manière de Buren. D'ailleurs, l'Atlas n'est pas le seul à évoquer un artiste réputé de la scène artistique française, puisque d'autres, comme Lek ou So What, n'hésitent pas à se revendiquer de Jacques Villeglé, participant ainsi à cette recherche de crédibilité en établissant une filiation avec l'histoire des arts. Avec cette institutionnalisation du street art, on assiste peu à peu à une disparition de l'illégalité qui caractérisait les premières interventions du writing, au profit d'une activité qui se fait avec l'accord des propriétaires du support, voire à leur demande. La transgression reste très ancrée dans la pratique du street art, surtout dans le choix de ses thèmes, mais certains artistes n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit d'une transgression diluée. Le street art consiste aujourd'hui à créer des espaces de liberté par l'accomplissement d'un geste qui se doit de laisser des traces visibles. Les auteurs de cette trace, fascinés par l'idéal désintéressé et transgressif du graffiti, vont alors en quelque sorte convertir cette valeur subversive en valeur artistique. La transgression ne disparaît pas pour autant complètement de leur pratique, mais elle réside désormais dans les codes moraux et formels que les artistes peuvent tordre et déconstruire à l'envi. Grâce à cette évolution de leur pratique, ils ont réussi à faire accepter le street art, qui est aujourd'hui de moins en moins perçu par le public et les médias comme un acte de vandalisme, et de plus en plus accepté comme une forme d'art à part entière, y compris par les institutions culturelles, malgré tout ce que ça représente de paradoxal. Du coup, quel avenir pour le street art, étant donné son statut actuel, que lui réserve l'avenir? Maintenant qu'il s'est exposé au musée, peut-il encore surprendre? Peut-il encore avoir une véritable dimension subversive? Avec l'urbanisation croissante de nos sociétés, le street art a davantage de place pour se déployer, même si c'est parfois de manière éphémère, en investissant les friches et autres sites en construction. Mais il existe un autre espace où il peut se développer encore et toujours, et cet espace, c'est le numérique. Le graffiti y a déjà trouvé sa place, investissant ce média qui, contrairement aux médias traditionnels, ne lui réservait pas spécialement une mauvaise presse. Les artistes peuvent aussi repousser les limites du street art grâce aux possibilités offertes par le numérique. Ainsi, le Near Type Quality, imprimante à graffiti programmable composée de 7 bombes de peinture, a permis d'augmenter leur rapidité d'exécution. Des artistes comme Katsu peuvent maintenant côtoyer les sommets des immeubles à l'aide de drones armés d'aérosols. Et la vidéoprojection permet de transformer la surface des bâtiments en support d'expression libre. Mais là, on reste dans le champ du concret, et ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense numérique. Non, ce à quoi on pense, c'est à de l'art dématérialisé, à de l'art virtuel. Et ça aussi, ça existe. Ainsi, en 2011, le collectif Fat Lab a lancé son projet Occupy the Internet, qui proposait aux internautes, grâce à une ligne de code, d'intégrer sur la première page de site une foule de personnages animés brandissant des pancartes aux messages humoristiques et parfois politiques. Et puis, il n'y a pas que la toile que le graffiti peut investir virtuellement. Ça fait en effet plusieurs années qu'il a investi avec succès les jeux vidéo. En 2012, par exemple, sort sur Dreamcast Jet Set Radio, un jeu où tu te balades à roller dans les rues de Tokyoto et dont le but est de recouvrir les tags des gangs adverses avec ta propre signature graphée. Plus récemment, Arte a développé un jeu d'infiltration intitulé Vandals qu'il se
se déroule dans l'univers du street art. Le joueur doit éviter les forces de l'ordre afin de pouvoir taguer en paix les rues du monde entier. Inspiré par l'âge d'or du writing, le jeu n'a pas forcément été très bien reçu par une partie du public, car faisant, selon elle, l'apologie du vandalisme. Alors qu'au contraire, personnellement, je trouve que le fait qu'il puisse permettre de faire revivre en toute légalité cette forme d'art unique et subversive, c'est plutôt génial. De Counter-Strike à Overwatch, on a vu le graffiti envahir les jeux vidéo, qui eux-mêmes ont un temps appartenu à une culture vécue comme marginale. Ils permettent, exactement comme le tag, de laisser une signature, une trace de son passage, aussi éphémère que sera la partie. Bien sûr, il n'est plus question ici de transgression. Souvenez-vous, ce qui fait scandale en France dans les années 80, c'était les sommes dépensées pour effacer et recouvrir les graffitis. La question ne se pose même pas ici, les graffitis étant devenus virtuels. Mais ils permettent malgré tout à l'esprit du writing de perdurer, pendant que le street art, lui, peut poursuivre sa conquête du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'avenir du street art va se jouer virtuellement? Est-ce que les rues du Paris de 2050 seront de véritables musées à ciel ouvert où se déploieront toutes sortes de fresques? Ou est-ce qu'au contraire, le street art va désinvestir les rues pour ne plus exister que dans les musées? N'hésitez pas à venir débattre de tout ça dans les commentaires. Et voilà qui conclut ce retour sur la grande épopée du street art. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. J'en profite pour remercier la Caisse d'épargne Île-de-France qui, à l'occasion de son bicentenaire, a permis à cette vidéo de voir le jour. Et j'en profite aussi pour vous recommander d'aller jeter un œil aux autres vidéos créées à cette occasion, comme celle de Lemon June sur l'Assommoir de Zola. Au passage, sachez que la Caisse d'épargne et l'art urbain, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'ils ont une série limitée de cartes bleues Urban Art réalisée par John Wan, Stool et Darko. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir l'œuvre de Stool, n'hésitez pas à vous rendre dans l'agence Auguste Blanqui à Paris dans le 13e. Et surtout, je voulais dire un grand merci aux artistes qui ont contribué à cette vidéo, Gomer à la peinture, Komodo Supervaran aux illustrations et Lord Beef au cadrage, à la musique et au mixage son. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.